Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du jeudi 21 novembre 2024. Dans les actualités de ce soir, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, est venu visiter la première édition du Salon du tourisme et de l'artisanat au stade Bareya Mamasne cet après-midi. C'est une occasion pour le chef de l'État de faire connaître les stratégies de l'État pour la promotion du tourisme local et d'attirer les touristes étrangers à visiter la grande île. Le secteur de l'artisanat est également mis en avant pour faire connaître le savoir-faire malagasy, selon le président malagasy. Ces artisans seront mis en valeur à travers la construction du village artisanal Aïvat. Reportage sur les images de Ando Razanjaïbe. Les secteurs du tourisme et de l'artisanat seront mis en avant pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui au stade Bareya Mamasne. Le secteur tourisme figure parmi les leviers de développement du pays, raison pour laquelle l'État se penche davantage vers la construction d'infrastructures pour la promotion du secteur du tourisme, comme Miami Atuamasne, mais aussi le nouveau projet, Lake Arrive, qui sera mis en place au niveau du lac Ivat et le long de la route Sarasotch aux portes de Madagascar. Il s'agit d'une infrastructure 10 fois plus grande que Miami, pour accueillir les touristes, mais surtout pour les divers sommets qui seront organisés à Madagascar l'année prochaine. Ainsi, le projet sera achevé d'ici le mois d'août 2025, affirme le président de la République. D'autres investisseurs, comme le groupe Emaar, Sis à Dubaï, est déjà venu dans le pays pour y investir et promouvoir le tourisme malagasy. Ce groupe est intéressé par les ressources touristiques du pays, les plages, la biodiversité et bien d'autres. Ainsi, le groupe Emaar, connu mondialement pour ses infrastructures hôtelières, a déjà érigé des infrastructures aux normes, comme en Égypte, le projet Marassi, qui attire plus de 4 millions de touristes chaque année, alors que le pays vise 1 million de touristes en 2028. Avec l'arrivée du groupe Emaar, le nombre de touristes pourrait tripler ou même quadrupler en un an, affirme le chef de l'État malagasy. D'autres groupes hôteliers sont déjà chez nous, comme le groupe Accor, le groupe IGH ou encore le groupe Marriott, pour construire des complexes hôteliers, selon le président Andry Rajoelina. Tout cela marque la volonté de l'État de promouvoir le secteur du tourisme et de l'économie de Madagascar. D'autre part, le secteur de l'artisanat, qui regorge de talents et de savoir-faire, doit être soutenu, raison pour laquelle ce genre de foire sera permanent et non plus 3 jours. C'est la raison de la construction du village artisanal Aïvat. Ce village sera ouvert 24 heures pour permettre aux touristes et voyageurs de jouir des artisanats malagasy avant de prendre leur vol. De plus, l'achat des produits artisanaux sera facilité car des antennes du ministère des Mines ou encore de l'artisanat y seront installées pour délivrer les documents nécessaires, selon toujours le chef de l'État malagasy. Ce dernier a visité la foire du tourisme et de l'artisanat, comprenant 130 stands cet après-midi. Il a appelé les artisans professionnels à rejoindre le village artisanal, dont la construction devrait être achevée vers le mois de juillet 2025. Et hier, le chef de l'État malagasy, Andry Rajoelina, a assisté à une réunion d'urgence pour la SADC à Harare, Zimbabwe, en tant que président entrant de cette communauté en 2025. Madagascar est aussi membre de la Troïka. Plusieurs sujets y ont été examinés, comme les conflits entre les pays africains, notamment celui du Rwanda et de la République démocratique du Congo, où plusieurs milliers de personnes y ont perdu la vie. La situation au Mozambique, où l'opposition s'oppose au résultat des élections, a été également discuté. Madagascar, à travers le président de la République de Madagascar, participe activement aux discussions, affirme le président Andry Rajoelina. Toujours dans cette actualité économique revenons sur le salon du tourisme et de l'artisanat. Le secteur du tourisme et de l'artisanat a rapporté plus de 550 millions d'euros de devises à Madagascar. Le salon du tourisme et de l'artisanat, dont l'ouverture officielle s'est tenue aujourd'hui au stade Bareya Mamasne, figure parmi les grands événements pour promouvoir ces secteurs. Pendant les 3 jours de ces événements, les touristes locaux peuvent profiter de nombreuses offres et des créations authentiques Vita Malagasy. Reportage de Jessica Mireille et Yves Janel. Le secteur du tourisme à Madagascar est la 3e source de devises étrangères à Madagascar. Pour l'année 2023, ce secteur a rapporté des devises d'une valeur de 535 millions d'euros. Le tourisme a également généré plus de 350 000 emplois directs. Les entrepreneurs bénéficient d'une attention particulière lors de l'événement Tsenabe ni Fizantan, Sitenabe ni Asatanan ou Salon du tourisme et de l'artisanat qui se tient au stade Bareya Mamasne pendant 3 jours.
Pour le secteur artisanat, les devises apportées par ce secteur à Madagascar ne cessent de croître. Pour l'année 2021, il a atteint plus de 15 millions d'euros et est passé à 32 millions d'euros en 2024, selon les informations. Il y aura une réduction sur toutes les offres proposées par les exposants lors du Salon du tourisme et de l'artisanat, explique le ministre de tutelle. L'ouverture officielle de ce salon s'est tenue aujourd'hui. Il durera 3 jours, soit jusqu'au samedi 23 novembre, au stade Barayam Amassen. 286 kilos de quartz rose répartis dans 11 sacs ont été interceptés hier par la direction régionale des mines à Tanjoukoumbi dans le district d'Ambatonjazak. Ces quartz roses ont immédiatement été saisis car la vente est encore interdite dans cette carrière jusqu'à ce que l'exploitation soit légale. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutumalal. Ces 286 kilos de quartz rose, emballés dans 11 sacs, ont été découverts par le directeur régional des mines à Tanjoukoumbi, district d'Ambatonjazak, région Alouchemangour. Les pierres venaient tout juste d'être achetées à la carrière. Cependant, les exploitants artisanaux de ce site n'ont pas encore le droit de vendre ou d'exporter ces pierres car ils ne sont pas enregistrés comme opérant dans un cadre légal et ne possèdent pas d'autorisation d'exploitation. Selon les informations, le prix du kilogramme de quartz dans cette carrière varie entre 100 000 et 300 000 ariary. Actuellement, le ministère concerné met tout en œuvre pour régulariser la situation des exploitants et de les intégrer dans le cadre légal. L'autorisation d'exploitation de cette carrière est officiellement enregistrée au nom d'une entreprise chinoise qui a accordé une permission limitée à ses exploitants pour travailler dans une zone déterminée. Cependant, tant que toutes les démarches administratives ne seront pas achevées, il est formellement interdit de sortir des pierres de cette carrière. Par conséquent, les pierres interceptées ont été immédiatement saisies. Le ministère des Ressources minières continue de sensibiliser tous les acteurs à l'importance de respecter les réglementations en vigueur afin d'éviter des sanctions sévères ou la suspension des activités d'exploitation dans cette carrière. Page politique, Madagascar est un pays démocratique et les divers commentaires concernant les affaires nationales sont autorisés. Néanmoins, cela ne devrait pas se faire avec de la haine, a déclaré le sénateur de Madagascar, Thiebouma-Leou. Ce dernier a appelé les citoyens à bien réfléchir et à analyser en profondeur ces commentaires, mais à ne pas y croire d'emblée. Jean-Claude Adjemalal. La liberté d'expression existe à Madagascar et le gouvernement la respecte, a déclaré le sénateur de Madagascar, Thiebouma-Leou. Néanmoins, certains religieux devraient être équitables dans leurs déclarations, selon lui. La liberté d'expression est un droit, mais nous devons toujours nous rappeler que les religieux sont des éducateurs, des leaders spirituels et des personnes ouvertes d'esprit qui ne devraient pas verser dans des discours de haine, poursuit Thiebouma-Leou. Le gouvernement actuel déploie d'énormes efforts pour résoudre les problèmes sociaux, mais ces religieux font exprès de les ignorer et ne veulent voir que le côté négatif, a-t-il déclaré. Peut-être que ces personnes ont été payées pour ces critiques, notamment à l'approche des élections communales. Le sénateur Thiebouma-Leou a toutefois appelé le peuple malagasy à affronter les élections communales qui aura lieu le 11 décembre prochain dans le calme. Dans les actualités internationales de ce soir, un cessez-le-feu incertain sur le front nord et qui semble plus loin encore dans la bande de Gaza. Les États-Unis ont mis leur veto hier à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un arrêt des combats dans l'enclave palestinienne. C'est la 4e fois depuis le 7 octobre 2023. France 24. Encore une école frappée dans la bande de Gaza, cette fois dans la ville de Nuseirat. Plusieurs des civils réfugiés dans l'établissement sont morts. Ni dans les écoles de l'UNRWA, ni dans les écoles publiques, ni dans les jardins d'enfants, nulle part. Il n'y a d'endroit sûr dans toute la bande de Gaza. Les Gazaouis n'en finissent pas d'enterrer leurs proches et toujours aucune perspective de sortie du conflit. Mardi à l'ONU, un nouveau projet de résolution pour un cessez-le-feu a été rejeté, mis en échec par le veto des États-Unis. L'allié historique d'Israël soutient avoir agi dans l'intérêt des otages. Pourtant, le texte soumis au vote appelait bien à leur libération, mais dans des termes insuffisants pour Washington. La résolution appelle à la libération des otages. Ce qu'elle ne fait pas, c'est lier la libération des otages à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Pas de cessez-le-feu sans libération des otages.
La position de l'État hébreu n'a jamais bougé. La résolution examinée aujourd'hui par le Conseil de sécurité n'est rien d'autre qu'une trahison. Elle trahit laissant un otage innocent toujours détenu par le Hamas. Plusieurs pays ont fait part de leur déception, comme la France. Aujourd'hui est un jour très triste et c'est extrêmement regrettable. Cette résolution était plutôt bonne. Elle envoyait le bon message. Et il n'y a aucune raison crédible de s'y opposer. Depuis le début de la guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à parler d'une seule voix, bloqué à plusieurs reprises par des vétos américains, mais aussi russes et chinois. Pour certains, nous n'avons peut-être pas la bonne nationalité, le bon visage, la bonne couleur de peau. Mais nous sommes des êtres humains. Et nous devrions être traités comme tels. Existe-t-il une charte de l'ONU pour Israël qui soit différente de la charte de l'ONU que vous avez tous? Dites-nous. Le projet de résolution rejeté mercredi réclamait aussi un accès sûr et sans entrave à une aide humanitaire d'ampleur, y compris dans le nord de Gaza, menacé par la famine. En Mauritanie, l'accès à l'eau potable représente l'un des plus grands défis sur le plan humanitaire. Plus de 22% de la population en manque et les pénuries sont quotidiennes pour de nombreuses communautés qui doivent compter sur des vendeurs ambulants ou aller chercher de l'eau aux rares robinets et conteneurs installés par le gouvernement. Illustration en banlieue de Nouakchott par France 24. Dans le quartier de Tahil, en banlieue de Nouakchott, les habitants guettent avec impatience le passage d'une petite charrette chargée de bidons jaunes. Ce vendeur d'eau ambulant distribue chaque jour le précieux liquide à des dizaines de foyers qui dépendent de ce ravitaillement pour survivre. Je n'ai pas de robinet chez moi, je n'ai pas de baril. Je suis obligée de m'approvisionner avec les bidons en plastique et de payer quelqu'un pour me les amener. Mais quand il fait vraiment chaud, même 100 bidons ne suffisent pas. L'accès à l'eau, un défi majeur en Mauritanie, pays désertique où les températures dépassent régulièrement les 40 degrés. Malgré les besoins, 22% de la population n'y a pas accès à l'eau potable, l'un des plus forts taux au monde. Pourtant, à Tahil, l'eau était censée couler à flot. Le quartier a été créé il y a 15 ans pour lutter contre les constructions anarchiques à Nouakchott. Mais les travaux qui devaient y assurer l'acheminement de l'eau sont au point mort depuis des années. Il y a quelques années, quelqu'un est venu installer des tuyaux, mais ils sont restés vides. Ils les ont enterrés là-bas, rien de plus. On n'a toujours pas d'eau courante. La capitale mauritanienne puise la majorité de son eau dans des nappes situées au niveau du fleuve Sénégal, à plus de 200 km. Une distance difficile à gérer pour l'archaïque réseau de distribution du pays. Certaines ONG estiment à 40% le taux de déperdition de l'eau en Mauritanie, principalement à cause de fuites non détectées. Toujours à l'international, livres saisis à la douane, ouvrages sortis des bibliothèques et liste de titres interdits. En Afghanistan, les autorités talibanes de retour au pouvoir depuis plus de 2 ans mènent la chasse aux ouvrages non islamiques ou critiques de leur régime. France 24 toujours. Dans ce dépôt des douanes, ces talibans examinent scrupuleusement les livres importés. Ils traquent la moindre page contraire selon eux aux valeurs islamiques ou qui critiquerait le pouvoir afghan. Nous évaluons tous les livres qui nous parviennent. Nous déterminons s'ils sont contraires à la religion, à la foi, ce qui peut créer des problèmes dans notre société, comme ceux qui contiennent des photos d'êtres vivants. Une censure qui complique davantage le travail des importateurs. Ils ont désormais 2 options. Ne pas importer de livres jugés contraires à l'islam ou bien retourner ceux dont ils découvriraient le contenu a posteriori. Sinon, c'est la saisie, avec comme conséquence la perte d'argent. Ils nous ont dit que les livres qui insultent la religion, la culture afghane et le système afghan ne sont pas autorisés et qu'il ne faut pas les importer. Les livres contenant des images vulgaires sont également interdits. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont placé 400 titres d'ouvrages sur liste noire. La plupart d'entre eux ont été directement saisis en librairie.
Parmi les livres interdits, Le crépuscule des dieux de la steppe, du franco-albanais Ismail Kadari. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film. Sur ce, très bonne soirée à tous et au revoir.